Ce récit est l'histoire d'un jardin extraordinaire, comme dans la chanson, et que fit naître aux marches du désert mon grand-père, à l'aube du siècle dernier, au fin fond de la Tunisie du protectorat. Le phosphate affleure les collines austères, le vent de sable s'infiltre sous la porte qui chuinte. Ce soir-là, de retour de la mine, mains, pieds et visages lavés au savon de Marseille, grand-papa, seul dans sa modeste demeure, écrit. Il lisse sa moustache retroussée, contemple sa plume sergent-major et écrit à sa fille aînée Marcelle, pensionnaire chez les dames de Saint-Joseph de l'Apparition, rue Sidi-Sabert, à quelques ruelles de l'imposante porte de France, à Tunis, qui marque la frontière entre la ville européenne et la Médina séculaire. « J'ai bien reçu ta lettre en date du 4 avril 1909, écrit-il. Je suis toujours heureux de ta bonne santé, et cela me permet de penser que ta vie de pensionnaire bien réglée t'est profitable sous tous les rapports, écrit-il donc à sa fille Marcelle, sa fille aînée Marcelle. Je désire connaître ton bulletin de mars, concernant ta conduite et tes études. N'oublie pas de me l'envoyer dans ta prochaine lettre. » Et de fait, quelque temps après, la jolie Marcelle s'exécute. Bulletin de mars 1909, classe de 3e. Catéchisme, 8, c'est sur 10. Conduite, 8. Ordre et bonne tenue, 9. Devoirs généraux, 9. Politesse, 9. Leçon générale, 8,5. Exactitude, 10. C'est bien la fille de son père. Langue française, 9. Dessin, 8. Langue italienne, 7. Études, 9. La maîtresse, Sœur Christophe. Ah ah. Plus que les autres, ma chère tante Marcelle était bien une bonne petite. Ce qui me fascine dans cette litanie désuète, ce sont les matières. Sur les 11, 4 concernent le seul comportement. L'italien est enseigné, et non l'arabe, et le catéchisme, mais ce n'est pas une surprise, est le premier sur la liste. Tout est dit, Fawzia, en creux. La primauté de la tenue et du caractère sur la connaissance et le sens critique, le mépris ordinaire pour la langue de l'autre, les liens séculaires avec le voisin italien, et surtout l'omniprésence de Dieu. La maison des sœurs rue Sidi-Sabert, havre de paix, est encerclée de mosquées, à l'ombre de la grande Zitouna de très auguste mémoire. On y pratique une résistance de bonne aloi, apte à forger des demoiselles solidement campées sur leur féminité féconde. Il n'y a que moi qui sache où est ce que l'on appelle en écriture, je ne sais pas la couture. La couture. La couture, c'est-à-dire là où il y a où de la réalité telle que décrite par mon grand-père, je bifurque vers un imaginaire. Voilà. Et donc il n'y a que moi qui sache ce qui là-dedans est vraiment vrai à 100% et d'autres qui est vraisemblable. Simplement, lorsque j'ai eu fini, au bout de 2 ans, ce livre que j'écrivais le soir après mon travail, j'ai su absolument que rien de ce que j'ai imaginé n'aurait été impossible. Voilà. Que tout cela est vraisemblable. Et c'est cela aussi un roman. Vous voyez, bon, il ne faut pas enlever aux romanciers leur première qualité, c'est l'imagination. Voilà. Ensuite, c'est peut-être le style. Ensuite, c'est peut-être la manière comment dire, d'amener une intrigue pour que le lecteur feuillette jusqu'à la fin. Hein, vous voyez, bon. Mais c'est cela. Voilà. Donc, j'ai tiré de ces 6500 pages ce que je crois être la substantifique moelle. Vous voyez, bon. J'ai parlé de la mine. Dans les années 1900. J'ai parlé de la guerre aussi. Il y a 6 gros cahiers sur la guerre. Comment est-ce que lui a vécu cette guerre? Il était trop âgé pour être sous les drapeaux et il avait 4 enfants. Donc il a dû rester. Il n'était pas content du tout. Il voulait, lui, alsacien,
allait défendre évidemment la France contre les Boches, contre ces horribles bonshommes vraiment qui saccageaient tout. Mais bon, il ne pouvait pas. Donc comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a fait sa guerre, tu vois, en restant dans la mine. Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai pu hériter des 33 volumes de mémoires de mon grand-père. Voilà, des mémoires comme ceci sur des grands cahiers noirs incarto, hein, de 83 pages, voilà, chacun. Et je savais depuis que j'étais enfant, bien entendu, que mon grand-père écrivait, mais je pensais qu'il n'avait écrit que 3 ou 4. Ma mère me remonterait régulièrement que les 3 ou 4. Les mêmes. Voilà, les mêmes. Tout passionnant, bien entendu, bon. Mais ce n'est qu'à sa mort que mon frère a découvert, intéressant le lapsus, mon frère a découvert, sous le matelas de maman, entre son matelas et son sommier, trésor. Un trésor, un vrai trésor, c'est-à-dire une trentaine de ces grands cahiers sur lesquels elle dormait, hein, comme en fait il faut toujours dormir à plat, surtout quand on arrive à un certain âge, paraît-il, c'est pas très drôle, mais enfin bon, en général c'est quand on dort seul, voilà, bon, enfin bref, et donc, mais oui, et il faut donc comme une planche, voilà, et donc ces volumes c'était comme une planche, donc c'était très symbolique, si elle dormait sur la mémoire de son père, avec qui elle avait eu une magnifique relation. Donc, quand je suis arrivé ici, tous ces noms, Metlaoui, les dattes, le fromage de chèvre, les oranges, Sfax, Redaïef, Carthage, Tunis, c'était des mots qui étaient enfouis en moi depuis très longtemps et qui étaient comme un socle, vous voyez, voilà. Alors, lorsque j'ai reçu en héritage ces 33 volumes, qui me sont déboulés un beau matin dans une grande malle que mon frère m'a envoyée et qui pesait un âne mort, quand j'ai reçu ça, il y avait un petit mot de maman écrit au-dessus, tu vois, comme les vieilles personnes un peu tremblaient, alors que ma mère avait une penmanship, comme on dit, une calligraphie magnifique jusque presque la fin de sa vie. Mon petit, tu sauras quoi en faire. Point, maman. Point. Alors, c'est à la fois splendide, à la fois... tu as 33 volumes du grand-papa que tu n'as jamais vu. Mon grand-père est mort l'année de ma naissance. Lui était au Maroc, et moi j'étais en Angleterre. Voilà. Mon père était allé rejoindre De Gaulle en Angleterre, et ma mère est arrivée en 1945. Ils étaient tellement heureux que moi, quelques mois plus tard, je suis arrivé, en mars 1946. Et donc j'ai jamais vu mon grand-père. Vous voyez? Mais bon, tout cela, les contes, en fait, de ma mère sur mon grand-père, les lectures, la lecture, j'ai mis 2 ans pour le lire, des 6 ou 7 000 pages, des mémoires de grand-père. Un beau jour, je me suis dit, moi qui étais nouvelliste, hein, je vais écrire un roman. Au revoir, monsieur. Léa arrive, bon, c'est parfait. Très bien. Et ben, elle va se joindre à nous. Oui. Mais c'est vrai qu'on est tellement pris dans les... tellement pris dans le tourbillon de Facebook, de la presse, de voir ce qui se passe, et les violences et tout ça. Moi j'envie Georges, parce que Georges, il a fait exactement ce que j'aurais voulu faire, écrire des chroniques. Ah oui. J'ai hâte de lire toutes ces chroniques, moi il m'en a lu quelques-unes, pour garder ça très précieusement, voilà. Parce que peut-être qu'après coup maintenant, peut-être que quand tout se calmera, je vais écrire quelque chose, mais là je suis, à part d'avoir écrit un petit texte sur ma chatte Obama, la sniper qui nous a fait une peur folle quand il y avait les snipers qui fusillaient partout, c'est tout ce que j'ai écrit. Mais autrement, je trouve que ce que fait Georges, c'est extraordinaire. Il a écrit pour nous, hein. Entre-temps, 1000 voix s'élèvent, libres enfin de dire, voilà, nous y sommes, Léa, de dire leur histoire, de crier leur vérité, de donner point de vue, opinion et débat.
Les têtes tournent, les respirations sont plus amples. Et comme le bébé qui découvre l'air et qui pleure de joie et de douleur alors que ses poumons se déploient pour la première fois, les citoyens sont ivres de liberté, ivres de mots. Toutes ces paroles se croisent, les petites et les grandes, les drôles et les sinistres, les sages et les folles. C'est cette image qui me frappe, l'ivresse des mots. Ça peut tourner très bien ou se perdre en dédale, construire un bel avenir ou virer chiant-lit. Je demande son avis à Petit Absinthe. Vous vous souvenez, mon canari svelte et belcantiste. Il ne commente pas, il fait nuit et il pionce grave. Il a bouloté toute la mie du pain doré que mon voisin, le mari de Sophie, vous vous souvenez, celle qui criait avant-hier en arrivant à la Goulette, ah, c'est l'apocalypse, monsieur François, c'est l'apocalypse. Son mari m'a gentiment apporté tout à l'heure, au début de cette après-midi éclatante de soleil, en rompant carrément ma ceste méritée, une miche de pain. Mais cela en valait la peine. Le retour du pain frais a été de tout temps et de toutes les civilisations le signe indubitable du retour à la paix. De plus, cerise sur le gâteau, Mozart, vous savez bien, la pâtisserie Total Délices, près du rond-point dit de l'aéroport au Kram, a ouvert après quelques jours angoissants de fermeture. Ce lundi, tous les commerces sont disponibles à la demande du gouvernement. Je sais, j'y suis passé en allant chercher mes picaillons à la banque. J'ai dû juste me ranger pour laisser passer un char de l'armée, pâteau et redoutable. J'interromps ces lignes. Le muezzin nous chante la gloire de Dieu. C'est la prière, Ashra, celle de la nuit. C'est bien comme cela qu'on prononce. Asher, celle de la nuit. Je sors l'écouter en savourant lentement une de ces délicieuses oranges Thompson qui sont un vrai don de Dieu. Étrange, le couvre-feu n'est pas encore effectif et il n'y a personne, même pas un chat errant, personne le long de mon canal. Un vrai temps de ramadan, aux alentours de la coupure du jeûne. J'aime ces rappels à la prière qui scandent les journées en pays musulman. L'homme au minaret psalmodie 2 fois « Dieu est grand, je reconnais que Dieu est unique et que Mohammed est son prophète. Venez prier, venez gagner. Dieu est grand, Dieu est grand. » En 1957, je crois bien que Bourguiba avait fortement souhaité que dans la Constitution ne figurât aucune allusion à la religion. C'était un autocrate, certes, mais un visionnaire, solidaire de Kemal Atatürk. Mais il n'avait pas eu d'un gain de cause. Qu'en sera-t-il de la nouvelle Constitution que la commission ad hoc, qui vient d'être créée ce jour même, nous sommes le 17 janvier donc, devra proposer? La confiance entre le peuple et ses gouvernements et ses gouvernants est loin d'être revenue. Tous les Tunisiens s'appellent dorénavant Thomas. Kérim Thomas Ben Tounis, Mahrez Thomas Ben Tounis, Shiraz Thomasin Ben Tounis. Mon ami et voisin Chedli Ben Ammar, le propre fils de Tahar Ben Ammar, une des très grandes figures de l'indépendance de 1956, doute aussi. Il m'apporte un litron de sa succulente huile d'olive finement distillée, excellente pour tous les maux. Le nouveau gouvernement, me dit-il, en me citant son intervention auprès d'une des chaînes de télévision animale, ne lâche pas prise. Méfiance. Tous les ministères régaliens sont tenus par d'anciens suppôts du régime, à commencer par le président à intérim lui-même et son premier ministre. Regardez la photo parue ce jour dans Libération, interdit jusqu'alors en Tunisie, comme d'ailleurs Le Monde, où le Premier ministre cause avec l'intérim octogénaire, penché et forcément consentant. Il est clair que c'est le Premier ministre qui se succède à lui-même qui mène le jeu, manipulé en coulisses, se peut, avec en sous-main le président de la Chambre des représentants, un certain Abdallah Khalel, de machiavélique réputation, grand ami du roi des voleurs. Mais, dis-je, mon cher voisin, comment faire autrement? Et puis il ne s'agit que d'un gouvernement de transition, chargé d'expédier les affaires courantes et les élections sous contrôle international dans les 6 mois. Et il y a quelques éléments remarquables dans ce nouveau gouvernement transitoire, non? Ah, certes, me dit mon ami Ben Tahar. Mais quid des forces spéciales de la sécurité? Environ 10 000 à 13 000, la partie la plus compétente des 135 000 policiers, dont près de 10% sont très bien formés et équipés. Certains, environ 1000, constituent la garde présidentielle, en fait la garde prétorienne de l'ex-président, fort bien armée et fort bien payée. Ah oui, je vois, dit-il, et c'est très important qu'il me donne ces chiffres. Ils ont intérêt à foutre le bordel pour faire regretter l'ancien régime, je comprends. En ce moment même, l'assaut est donné au palais de Carthage pour faire pièce à de jeunes opposants.
Et je n'oublie pas la nomination de 3 personnes de qualité à la tête des 3 commissions, dont celle concernant la corruption et la Constitution. Mais mon voisin, lui, repart dans la nuit grondant, inquiet et frère de Cassandre. Et s'il avait raison, tout peut-il arriver? Une fois l'ivresse dissipée, viendra le temps des négociations, des mots pesés et sous-pesés, des compromis et des programmes. Mais plus jamais le temps des dictatures, de la peur et du mépris des plus hautes instances pour le peuple. Celui-ci, à la suite de Boisdésir le Magnifique, s'est enfin réveillé. Il ne pourra accepter qu'on lui vole sa révolution. Un tournant décisif vient de se produire dans cette immense et exaltante dramaturgie, ouverte par le sacrifice ardent de Sidi Bouzid le 17 décembre dernier. Ce fut le prologue. Le premier acte commence avec la fuite du dictateur, le 14 janvier, les grandes marches, l'ivresse de la parole retrouvée, le premier puis le second gouvernement provisoire, la farouche détermination du peuple à éradiquer avec une vigueur remarquable l'ancien régime, ses tromperies, ses violences et ses humiliations. Le second acte, à mon sens, débute le 3 mars avec le discours du président par intérim, complété le lendemain par celui tout aussi déterminé de son Premier ministre. 2 sages, octogénaires et respectés, adoptant un juste équilibre entre une attitude de bon père de famille et celle de chef de convoi, qui montre le chemin et ouvre de nouvelles perspectives. Cet acte, avec ses rebondissements, ses heurts et ses malheurs, sur fond d'immenses cris et soupirs des réfugiés de Libye au sud et d'appuis internationaux de l'autre, devrait durer jusqu'au 24 juillet, élection de la Constituante. Certains, comme mon voisin A, l'historien, ancien du fameux collège Sadiki, d'auguste mémoire, voient dans les discours des 3 et 4 mars le début d'une vraie révolution après une série de révoltes. C'est possible, et même probable. Le point de non-retour est atteint, et la peur recule. Car elle était toujours là. On l'avait pensée disparue, avec l'ardeur des jeunes, les succès des marches, sit-ins et autres grèves. Non, non, la peur avait pris un autre déguisement. Ce n'était plus celle diffuse et grise qui présidait au silence sur l'hier et l'aujourd'hui, mais celle plus insidieuse encore, pâle et discrète des lendemains. Qu'allions-nous devenir? Nous étions tous embarqués dans un bateau, genre vieux rafio brinque-ballant, comme ces clandestins voguant, tremblant d'espoirs insensés, vers l'Europe et ses mirages, et s'échouant sur les plages trompeuses de Lampedusa. Nous n'étions plus protégés. Curieux, ce sentiment qui remonte à la nuit des temps et qui veut qu'un peuple se dote d'un chef. Chef qui sert de rempart à l'adversité, aux prédateurs, qui confirme l'identité et qui est censé ouvrir des aires de prospérité. Sauf que le bon peuple se laisse volontiers piéger lorsqu'il a affaire à un chef prédateur lui-même et qui s'acoquine avec les prédateurs de l'intérieur. Et lorsqu'il réalise enfin, ce peuple, qu'il a été floué, la réponse est terrible et salvatrice. Les maraîchers envahissent les coins de rue, déversant oranges, pommes jaunes, fenouils blancs et artichauts verts. C'est un peu la pagaille, et le gymkhana s'impose, mais c'est joyeux. Des militaires guident le trafic, et la dame entre 2 âges, envoilée de blanc et empêtrée dans ses paquets que j'ai pris en stop au carrefour dément du Kram, ne cesse de me répéter « Ah, monsieur, la Tunisie, ça va aller. La Tunisie, ça va aller. Voilà, vous pouvez me déposer près du kiosque, merci, ça va aller. » Et la parole est au poète. La flamme. J'ai vu la flamme, elle est partout. Dans ce que je regarde, quand pour de bon je le regarde. Elle y demeure et bouge à peine plus qu'un mot. Ailleurs, tout comme d'autres, elle cherche sa place. Elle cherche son chant dans la chair du silence. Brûle du temps qui vient, refuse le sommeil, fait son travail de flamme, nous sauve et veut sourire. Gilvik, La Flamme, 1963. Merci. Je me retrouve dans ces écrits personnellement parce qu'on en parle le matin. Voilà. On en parle avant, que c'est encore des idées. Voilà. On en parle et puis
Voilà, par la suite, ça donne ce que... Tu me donnes des idées aussi. Enfin, on en parle. Si on en parle, voilà, on en parle. Je préfère ce mot parce que tu me donnes... c'est pas on s'échange des idées. Et c'est vrai qu'il met sur papier ce que je sens, en quelque sorte, en partie ce que je sens. Et c'est vrai qu'il y a certaines dont j'étais plus emporté que d'autres, que j'ai aimé beaucoup plus, bon, bien sûr, comme tout travail humain. Mais c'est vrai que je trouve que ça reflète bien ce qui se passe. Parce que quand même, sa position en tant qu'étranger, entre parenthèses, tunuso-étranger, alors c'est bizarre, il est adopté, mais enfin de compte d'origine qui n'est pas tunisien, mais adopté parce qu'il a aimé ce sol et ces gens. Et justement, il les comprend. Il comprend très bien la mentalité, à la limite. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup. J'aimerais bien voir ces écrits-là sortir un jour dans un bouquin. Pour que monsieur tout le monde puisse les lire, et ce sera très bien. Par contre, avec ça, il y a le côté poétique dedans, ça veut dire, c'est pas une chronologie de ce qui se passe, il y a le côté poétique dedans, il ne peut pas se séparer, c'est écrivain après tout, et à la limite parfois, ce que je trouve sympathique, d'autres personnes trouvent que c'est moins, enfin je dirais que ça dégrade en quelque sorte pour certaines personnes, comme par Marianne, celle du Mouled, qu'elle a trouvé un petit peu anecdotique, beaucoup plus qu'il ne faut peut-être, mais que tu te rappelles très bien, comme tu as lu ça dans ma famille, tout le monde a applaudi ça, les Tunisiens l'ont pris autrement qu'en France, un échantillon de français, de la bonne France, je dirais, entre parenthèses. Mais pour dire comment on le prend, on peut les lire ces textes-là différemment, selon son bagage, selon